Et voilà, nous voilà en live. Bonjour à toutes et tous. On est au sein de la rédaction INC. Dernier INC Insight avant cette saison estivale. Alors, Dorian, cet INC Insight, il est porté sur un thème qui nous est cher au sein de la rédaction INC. Je te laisse en dire quelques mots. La cybersécurité, mais aussi la confiance et la résilience, qui sont aujourd'hui des mots qui doivent aller ensemble, surtout si on veut parler au métier. C'est aussi ce qu'on va essayer de faire ce soir, de porter un discours qui puisse s'adresser à tout le monde dans le cadre de la transformation de l'entreprise. On a ce thème sur les priorités qui sont aujourd'hui en train de se mettre en place dans les organisations, les sujets qu'il faut regarder. On va se tourner vers ce qui s'est passé ces 2 dernières années notamment et qu'est-ce qui a le plus changé. On a la chance d'avoir avec nous un grand témoin, Fabrice Bru, directeur de la cybersécurité de la STEAM au sein du groupement des mousquetaires, qui est bien connu avec des marques comme Intermarché, et 3 experts qui vont nous permettre de faire des focus sur chacun de leurs thèmes de prédilection afin d'avoir ces coups de projecteur pour éclairer notre sujet. Michael Legal donc de Rapid7, Laurent Garcia de Cohesity et Xavier Mathis d'Octa. Je les remercie tous pour leur présence ce soir. Nous avons également avec nous Anne Doré, chroniqueuse à l'INC, qui est consultante avec sa société Adel en cybersécurité et représentante, membre de Women for Cyber, effectivement, qui aura ce rôle d'être une observatrice attentive de nos débats, de nos échanges ce soir et qui pourra nous faire sa réaction, ses commentaires après avoir pris quelques notes pour lancer justement les échanges après nos coups de projecteur. Alors Anne va rebondir sur un certain nombre de sujets bien sûr, et surtout vous, à distance, n'hésitez pas à interagir sur le chat, sur le module de questions-réponses. Je me ferai le relais de vos questions et des points que vous souhaitez voir éclairés en live tout au long de cette session. Alors, année aussi particulière, on y reviendra, mais c'est les 10 ans d'INC, donc on va se mettre au travail là, pour préparer tout ça pendant cette saison estivale. Et donc, on voit déjà qu'il y en a certains en chemise, d'autres en veste. Il fait un peu chaud, il faut le reconnaître. Il fait un peu chaud dans nos locaux, donc voilà, on va effectivement compatir à ceux qui sont en veste. Tout va bien. Bon, on est avec vous voilà, pendant 1 heure, donc Dorian, sans plus attendre, je suppose on va commencer les témoignages et les retours d'expérience et je vais rejoindre nos invités sur le plateau. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Bonjour. Bonsoir Dorian. Effectivement, ce soir, le but, c'est d'avoir cet échange sur qu'est-ce qui a changé ces 2 dernières années, qu'est-ce qui est le plus challengeant, mais aussi vers quelles priorités se tourner. On le sait, ces sujets de cybersécurité, de confiance, de résilience, ça couvre un panel de sujets extrêmement large. Et l'idée, c'est de profiter de cette heure qu'on a ensemble pour faire quelques coups de projecteur, comme je le disais, quelques focus. Et avant de faire ces coups de projecteur, je voudrais effectivement remercier Fabrice Bru d'être avec nous ce soir. Vous êtes aussi administrateur du Césin, donc un représentant de cette profession des RSSI, des CISO, qui est mis à forte contribution depuis plusieurs mois notamment. On va avoir l'occasion d'y revenir. Au sein de la STEAM, qui est la filiale IT, donc la DSI du groupement des mousquetaires en quelque sorte. Cette direction cybersécurité a été créée il y a quelques années. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise comme la STEAM au sein du groupement crée une direction cybersécurité à part entière et que vous en preniez la tête? Alors d'abord bonsoir Dorian. En fait, déjà synthétiquement pour présenter le groupement, puisque c'est quand même intéressant de comprendre le contexte. Donc, le groupement des mousquetaires, c'est une coopérative de 3000 indépendants, donc plus de 3000 entrepreneurs qui sont propriétaires de leurs magasins et qui effectivement traitent aujourd'hui sur 7 enseignes. Donc la plus connue Intermarché, mais également Netto sur l'alimentaire. Côté équipement de la maison, des enseignes comme Bricorama, Bricomarché, Bricocash, et dans le secteur de la mobilité, des garages Rodi et Rapid Pare-Brise. Et donc en fait, c'est quand même une entité qui réalise un chiffre d'affaires de 50 milliards d'euros par an. Et donc en 2017, il y a eu un plan de transformation numérique qui a été mis en œuvre
Et dans le cadre de ce plan de transformation, il a été décidé effectivement que la cybersécurité était un enjeu majeur. Et c'était réclamé de manière très surprenante, enfin quand on est un peu extérieur, mais les adhérents, c'est-à-dire les patrons de magasins, sont très très sensibles au sujet cybersécurité et souhaitaient vraiment doter le groupement d'une capacité à détecter et réagir. Donc la direction a été créée en 2018 depuis 4 ans. Voilà, et aujourd'hui, c'est une équipe d'à peu près 20 personnes qui accompagne au quotidien les adhérents, mais également les usines, également les bases logistiques, à protéger le système d'information du groupement, puisque ce qui est important, c'est que les adhérents puissent commander, réceptionner en magasin et vendre. On est sur des sujets business qui sont très, très concrets pour la vie de ces adhérents et qui ont fait preuve quelque part aussi d'une maturité par rapport au contexte de dire qu'il fallait réagir et se donner les moyens de sa résilience aussi. Et j'ajouterais juste que effectivement la direction de la cybersécurité, comme un certain nombre d'autres directions numériques, ont une compétence vraiment transverse. Donc du producteur au commerçant, donc c'est-à-dire et la cybersécurité dans les environnements industriels et suivre toute la chaîne des produits jusqu'à la vente, et également dans les pays puisque le groupement est présent également en Belgique, au Portugal et en Pologne. Voilà. Donc on est vraiment sur un périmètre le plus large qui comprend toutes les activités de l'entreprise aujourd'hui. Depuis cette création, depuis 4 ans, qu'est-ce qui, à vos yeux, a le plus changé? Où est-ce que vous avez vu des accélérations ou des challenges apparaître? Et notamment, j'imagine, depuis ces 2 dernières années qui ont été un peu particulières pour tout le monde, on ne va pas se le cacher. Qu'est-ce qui a été le plus structurant pour vous dans votre rôle? Comme je l'ai dit déjà, la première chose, c'est la confiance que m'ont donné les adhérents. Ce qui veut dire qu'on a pu obtenir du budget pour initier ce grand plan de transformation qui a accompagné la cybersécurité du groupement. Donc la première chose qu'on a faite, c'est se doter d'une tour de contrôle. Donc essayer de comprendre un petit peu, faire le bilan de quelles sont les menaces que nous avons, être en mesure de réagir et de détecter. Voilà. Donc depuis, il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient bien évidemment avant 2018, parce que sinon je pense que le groupement aurait malheureusement fait l'une des journaux. Mais on s'est vraiment doté de cette tour de contrôle qui aujourd'hui rassure. On a aussi énormément travaillé sur la sensibilisation et surtout en fait apprendre et acculturer nos collaborateurs à notre jargon. Hein, parce que souvent dans l'univers de la cyber, on discute entre nous et c'est très très technique. Or, quand vous êtes dans un entrepôt, dans une usine ou dans un magasin, firewall, EDR, antivirus, c'est totalement loin de ces préoccupations. En revanche, on voit bien qu'il y a un certain nombre de termes aujourd'hui qu'on est obligé de connaître. Cybercriminalité, antivirus, EDR, voilà, un certain nombre, rançongiciel. Voilà. Ce sont des termes que phishing, voilà. Des termes qu'on est obligé un petit peu d'avoir dans notre vocabulaire aujourd'hui parce que c'est une réalité, une véritable menace. Choses, bien sûr. Donc on passe beaucoup de temps à expliquer, à sensibiliser. Et puis ce qui est intéressant dans l'univers de la cyber, c'est que sensibiliser, ça peut être très très drôle. Et donc on peut utiliser toute une palette pour pouvoir sensibiliser nos collaborateurs et expliquer avec tous les canaux qui existent et qui nous sont mis à disposition dans le groupement, et il y en a beaucoup. Donc il y a on va dire cette prise de conscience progressive, cette culture de la cyber qui a pu émerger notamment grâce à la participation de votre direction, mais qui était là aussi à une envie avant. Je le disais en intro, quand on parle de résilience, c'est un terme qui est un peu plus accessible maintenant qu'on a depuis 2 ans vécu des crises assez majeures. Celle de la pandémie a été abondamment abordée, mais plus récemment, il y a eu le contexte international et notamment le conflit en Ukraine qui a pesé. Il y a eu quelques focus sur l'impact cyber de ce conflit. Quel regard vous portez sur ces crises et l'impact que ça a eu pour votre organisation? Alors, l'impact des crises. Alors, d'abord, la crise pandémie. Bon, à l'instar de beaucoup de sociétés, membres du CESIN, il y avait... Il faut plutôt le regarder, je pense d'ailleurs, sous cet angle-là. Quand la pandémie a démarré, il y avait 3 typologies d'entreprises, grosso modo, celles qui étaient prêtes au télétravail, celles qui étaient sur le chemin et celles qui n'avaient absolument pas démarré.
on voit bien que celles qui n'avaient pas démarré ont dû se convertir très très vite et ça a été très compliqué dans les débuts. Celles qui étaient en mode hybride, finalement, ça a été un formidable accélérateur. Voilà. Et celles qui étaient déjà prêtes, finalement, c'était un quasi non-événement. Donc voilà ce que nous, de notre côté, on était effectivement déjà sur le chemin. Ça n'a été qu'un accélérateur en fait de ce mode de fonctionnement. Sur la partie contexte international? Sur la partie contexte international, c'est beaucoup plus compliqué d'expliquer que la géopolitique est une menace dans l'informatique d'un groupement, mais quelle que soit la société. C'est-à-dire que dans notre activité, on sait préparer, on sait livrer, on sait vendre des produits. Et donc le conflit russe-Ukraine, c'est un conflit qui nous semble un peu loin finalement, surtout voilà, pour une entreprise dans son pays de présence. En revanche, on voit bien, et là c'est pareil, c'est valable sur toutes les sociétés, que toutes les attaques que l'on voit, que l'on comprend aujourd'hui, que les directions cyber étudient, c'est bien évidemment derrière des organisations cybercriminelles pro, selon les pays, Est, Ouest, Asie, vous mettez où vous voulez. Et en fait, on se rend bien compte que nous sommes tous victimes indirectes, parfois, de ce contexte géopolitique. Donc, dans le cadre de la Russie-Ukraine, typiquement, effectivement, il y a eu des attaques aussi informatiques, alors heureusement moins dommageables, mais aussi informatiques sur les intérêts de l'Ukraine, qui visaient à couper l'Ukraine de l'Internet. Voilà, ces attaques ont perturbé un certain nombre de satellites. Viasat, et donc il y a Viasat qui a été attaqué. Et donc toutes les sociétés européennes qui utilisaient ces infrastructures n'avaient plus d'accès à Internet. Et donc on voit bien que ce contexte géopolitique, qui est pourtant loin de nous, peut avoir un impact indirect sur notre activité au quotidien. Alors, on a fait ce soir une sélection de sujets sur lesquels faire un coup de projecteur. Comme je le disais, c'est pas forcément exhaustif, mais par rapport à tous les points que vous avez déjà abordés, ce que vous avez déjà fait comme au sein du groupement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur vos priorités pour les mois à venir, sur quoi, vers quoi vous tournez vous-même votre regard? Alors, notre priorité d'abord, c'est je veux mettre un terme à l'idée que le collaborateur est le maillon fin du système d'information. Non, les collaborateurs ne sont pas notre maillon faible, c'est notre maillon fort. Et si malheureusement à un moment donné ils cliquent sur la pièce jointe qu'il ne fallait pas, c'est juste parce que quelque part la direction cybersécurité n'a pas mis en œuvre ce qu'il fallait ou ne l'a pas suffisamment sensibilisé, ne lui a pas suffisamment appris à reconnaître un mail. Donc il faut vraiment qu'on continue à faire en sorte que chacun d'entre nous, nous sommes acteurs de la cybersécurité et nous sommes le maillon fort qui fait que ça fonctionne en fait au quotidien. Donc ça c'est la première priorité, continuer la sensibilisation, continuer la formation. La deuxième priorité que nous avons, bien évidemment, c'est notre fonction régalienne, c'est protéger. Protéger l'activité business du groupement des attaques, des menaces. Nous, notre boulot, c'est de les comprendre. La vraie vie, c'est qu'il faut quand même qu'en magasin, comme je disais, il faut qu'on puisse continuer à réceptionner, qu'on puisse continuer à commander, qu'on puisse continuer à vendre. Ça, c'est notre priorité. Donc, rester le plus transparent possible, essayer d'avoir un minimum d'impact sur l'activité métier et protéger. Troisième chantier, c'est anticiper. C'est-à-dire continuer à faire ce que les Anglais appellent le security by design, faire tout ce que l'on peut pour mettre en œuvre des applications les moins vulnérables possibles, ou dont on connaît les faiblesses et donc pour lesquelles nous sommes capables de mettre en œuvre des contre-mesures pour limiter l'impact. Voilà. Et donc, ça veut dire expliquer à nos métiers, quand on veut faire un projet métier, on y va tous ensemble. La différence, on sait quel risque on prend et on le prend ensemble. Voilà. Merci en tout cas pour ce témoignage. Alors effectivement, on vous a demandé d'être notre grand témoin ce soir, c'est que pour que vous puissiez réagir à ces trois focus qu'on a choisi de faire. Donc on va faire à chaque fois notre petit coup de projecteur et je vous demanderai de nous livrer votre regard sur justement les changements, ce que vous avez pu voir ou ce qui se passe dans votre organisation sur ces thématiques. Et pour ce premier coup de projecteur, je me tourne donc vers Michael Leguet,
légal de Rapid7, donc expert, on va dire, de la gestion des vulnérabilités, de la détection et de la réponse à incidents. On est sur un univers effectivement de la vulnérabilité, de la détection des menaces qui a été assez, voilà, qui est mis sous le feu des projecteurs ces dernières années, on va le dire comme ça, avec pas mal de changements, pas mal de médiatisation. Est-ce que malgré tout, de ce que vous voyez aujourd'hui, on peut dire que les sociétés, nos entreprises, notamment en France, ont fait des progrès et qu'elles s'en sortent mieux qu'il y a 3 ans si on avait eu la même discussion? À mon sens, clairement, oui. Il y a tout un tas de raisons à ça, mais parmi lesquelles on peut citer, comme on disait, l'effet Covid a eu pour certaines entreprises un effet un petit peu déclencheur, c'est-à-dire peut-être certaines actions qui étaient programmées mais un petit peu mises de côté ont été mises en avant et mises en œuvre parce que pour certaines entreprises, il s'agissait même de survie ou de bon fonctionnement de l'État, si on pense aux hôpitaux par exemple. Donc ça agit. Et puis également pour rejoindre ce que disait M. Bru, c'est désormais un sujet qui rejaillit dans toutes les sphères, y compris au plus haut niveau, dans les COMEX. Là, on parlait des adhérents qui sont demandeurs de ce sujet. Donc, je pense que notamment l'ensemble des attaques et des fuites de données, aussi navrantes soient-elles, qu'on a pu voir durant cette période, a au moins eu l'effet positif d'élever un petit peu les consciences. Et puis enfin, comme toujours, la technologie va à toute vitesse et continue d'évoluer dans ce domaine. Donc, on a désormais des technologies dont la couverture est de plus en plus large, qui vont aussi de plus en plus en profondeur. On a également des frameworks qui apparaissent et qui permettent de structurer le marché. Je pense par exemple au framework Attack du MITRE qui permet désormais de vraiment faire un mapping avec d'un côté tout ce qu'on sait que peut faire un attaquant et de l'autre les capacités de détection en réponse. Donc à mon sens, c'est un oui. Maintenant, il y a un mais. Objectivement, est-ce que c'est satisfaisant? Pas forcément. Preuve est de constater que des fuites de données, on continue d'en avoir énormément. Donc, quelque part, on a toujours un train de retard. À mon sens, la question n'est pas tant du niveau de la détection, où, comme je l'ai dit, on s'est plutôt bien amélioré, mais dans le sens de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on reçoit une alerte de sécurité, typiquement. Et beaucoup d'entreprises, celles avec qui j'échange, n'ont pas forcément pris le temps de définir ces processus. Un exemple parmi tant d'autres, quand on parle du domaine de la détection en réponse aux incidents, on pense aux technologies de SIEM. Beaucoup ont implémenté ces technologies dans l'idée, on va collecter les logs, parfois même plus pour des besoins de conformité, et on n'a pas pris le temps de réfléchir d'une part à quels sont les scénarios de détection qu'on met en place, et encore moins, a fortiori, de qu'est-ce qui se passe concrètement quand l'alerte arrive. Qu'est-ce qu'on fait, comment on agit. Alors, c'est un exemple intéressant parce que, comme je le disais, ça a été, ces sujets de détection de la menace sont assez sexy pour les médias. On a vu des noms de codes de vulnérabilité sortir. Alors, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais si on se projette quelques mois en arrière, par exemple, une faille comme Log4j a fait beaucoup parler d'elle, y compris des gens qui n'étaient pas trop tournés vers ces sujets-là, d'un coup ont entendu parler de Log4j et on a eu beaucoup de questions sur quelles devaient être les réactions dans les entreprises à cette faille, cette vulnérabilité. Du coup, est-ce que les entreprises ont des plans d'action pour adresser typiquement ce genre de sujet très médiatique et est-ce que c'est suffisant? Alors, pour la majorité, elles ont des plans d'action. Ce que je dirais, c'est que très souvent, c'est plutôt du côté réactif et c'est un petit peu chaotique tout ça. Alors, au risque de ne pas me faire des amis dans la communauté de nos amis journalistes, je dirais qu'il y a parfois une déconnexion entre la couverture médiatique qu'on peut faire de ces failles qui sont importantes, qui sont des événements marquants, et la réalité du terrain qui est que pour beaucoup d'entreprises, certes, il faut qu'elles s'intéressent à Log4j, mais elles ont également tout un tas d'autres vulnérabilités qui sont plus anciennes et les basiques ne sont pas forcément présents, tels qu'un programme de patching régulier. On a parlé hors caméra un petit peu de revue de code, ce genre de choses, et qui sont des pratiques, des bonnes pratiques qui n'ont rien de nouvel, mais qui ne sont pas forcément en place. Donc c'est peut-être ça que ça m'inspire. Alors bien sûr, il faut aller vers ça, mais pas au détriment des basiques et ne pas avoir cette perception un petit peu faussée. Et par ailleurs, peut-être j'ajouterais sur Log4j, c'est un bon exemple dans le sens où c'est une question simple à laquelle il n'existe pas une réponse simple selon quelles versions sont mises en œuvre, quelles librairies, comment sont déployées. Et malheureusement, répondre à la question quelle est mon exposition, c'est pas si simple que ça.
Aujourd'hui, par rapport à ces enjeux de détection et de réponse, du coup, pour simplifier, quel vous semble être le message prioritaire à faire passer aux entreprises, puisqu'on parle de quelles devraient être les priorités pour un peu sélectionner au milieu de tous ces sujets qui nous accablent. Donc, quelle serait votre vision là-dessus? Alors, il y aurait sûrement beaucoup de choses à dire sur tout un tas de sujets, peut-être certains qui seront abordés autour de la gestion des accès et des identités par exemple, mais de revenir aux basiques et peut-être de désacraliser ces sujets autour de la cyber. Pourquoi? Beaucoup d'entreprises avec qui j'échange, il y a un petit peu un effet de paralysie quand on fait le constat que augmenter sa posture cyber, finalement ça semble être un challenge insurmontable. On ne sait pas vraiment par où commencer. Donc peut-être de désacraliser, d'avoir une approche assez pragmatique. Si je prends un domaine qu'on a évoqué, celui de la gestion des vulnérabilités, d'accepter le fait qu'on aura toujours beaucoup plus de vulnérabilités qu'on sera capable de traiter. Et c'est là où des stratégies peuvent rentrer en œuvre, du style peut-être mettre ça en lumière au regard de quels sont mes actifs dans l'entreprise qui sont les plus sensibles, quelles sont peut-être les vulnérabilités qui ont plus de chances d'être exploitées, pour accepter de faire quelque chose, des petites actions. Il y a des quick wins qui peuvent être faits et dont l'impact sera important. Michael, merci. Fabrice, en réaction, quel est le regard d'un directeur cybersécurité sur ce premier coup de projecteur qu'on vient de faire? Alors, je reprends sur un certain nombre de points. Oui, la cybersécurité s'invite dans les commerces. Ça, je vois, au niveau du CESA, on voit bien que beaucoup de directeurs cybersécurité ont de plus en plus la parole dans leurs différents comités exécutifs parce que aujourd'hui, une attaque informatique, ça a une conséquence business. Avant, c'était le virus qui était détecté sur un ordinateur. Aujourd'hui, c'est des usines qui s'arrêtent. C'est des hôpitaux qui s'arrêtent. Donc, vraiment, il y a une visibilité, effectivement, aussi médiatique. Ça nous a aidés, il ne faut quand même pas se le cacher. Et ça devient un métier, ça devient aussi un enjeu COMEX. Maturité, détection, j'aurais tendance à dire que oui. Est-ce que la pandémie nous a fait mûrir en termes de détection des vulnérabilités? Je ne suis pas certain en fait. Beaucoup d'entreprises disposaient déjà d'un système qui permettait d'identifier les vulnérabilités. Moi, juste en parenthèse, je me demande toujours pourquoi on a des éditeurs de logiciels, quels qu'ils soient, qui nous fournissent des applications qui ont des failles. Je fais souvent ce parallèle avec l'avion ou une voiture. Moi, j'aurais très peur si Airbus ou Boeing me livrait un avion en disant « Bon, il y a peut-être des failles dedans, mais j'en suis pas sûr. » Quand vous êtes à 10 000 mètres d'altitude, moi je pense que c'est relativement inquiétant. Alors que dans l'univers du numérique, finalement, c'est accepté, c'est accepté. Aller expliquer Log4j à des gens du COMEX, c'est compliqué quand même. Donc l'idée, je reprends par exemple l'univers de l'automobile, c'est vous allez expliquer en fait à votre COMEX que finalement vos équipes vont rechercher le composant de l'ABS qui dysfonctionne dans votre parc automobile. Sauf que le composant de l'ABS qui dysfonctionne, il est fourni par un équipementier qui peut livrer tous les constructeurs automobiles de la planète. Et c'est ça qu'on vous demande de rechercher. En plus, c'est la série qui a été fabriquée tel jour, telle heure en fait. Donc c'est vraiment chercher une aiguille dans une meule de foin avec des conséquences. Là, pour le coup, vous avez suffisamment d'équipes qui vous démontrent qu'effectivement, il y aurait un impact business réel. C'est la première chose qu'on fait d'ailleurs beaucoup d'entreprises, c'est de demander à leurs équipes cyber de bien s'assurer que Log4j, c'est pas ce qu'on a vécu il y a 2 ans sur... Eternal Blue peut-être? Pardon? Eternal Blue peut-être ou... Eternal Blue et oui, la chipset, où effectivement, en fait, on avait une faille qui était majeure, et puis à l'arrivée, il ne s'est pas passé grand-chose. Enfin, j'en ai pas connaissance. Log4j, on voyait bien que l'impact était tout de suite immédiat et visible. Donc il fallait suivre et on devait rendre compte. Donc quand un membre du COMEX vous dit Log4j, on en est où? Enfin, on arrive à des niveaux de détail qu'on ne connaissait pas auparavant. Ça, c'est intéressant. Merci pour cette réaction. Sylvain, en tant que directeur de la publication de l'ANSI, le fait qu'on ait parlé un peu de médias, j'imagine que ça va. Surtout de la manière dont les médias traitaient le sujet cyber aujourd'hui. Donc Michael s'exprime, peut-être que Laurent veut réagir sur le sujet du traitement de la cybersécurité par les médias aujourd'hui.
un des points importants, et Fabrice vous l'avez cité plusieurs fois, c'est l'aspect sensibilisation. Puisque finalement on peut le faire soit directement au sein des entreprises, on est tous responsables de la sécurité de nos entreprises, quel que soit notre rôle, quel que soit notre niveau hiérarchique, quel que soit là où on se situe. Et effectivement c'est là où en complément de toutes les actions qui peuvent être faites, soit directement par des associations dont vous faites partie, soit effectivement par les entreprises elles-mêmes, les médias ont un grand jeu à jouer effectivement dans ce travail d'éducation et de sensibilisation. Donc pour moi, vous êtes aussi porte-parole de la bienveillance sur cet aspect sécuritaire. Alors, ça nous fait une transition vers notre deuxième coup de projecteur avec Laurent Garcia, justement, de Cohesity. Donc, vous êtes expert dans le data management, de toutes les approches de gestion de la donnée qui vont à la fois sur la partie gestion de la donnée, mais aussi jusqu'à la sauvegarde, qui est un sujet important pour les entreprises. On a voulu faire ce focus effectivement sur ce point, on va dire, de la data, parce qu'il revient régulièrement dans les discussions métiers. Quand on parle avec des CDO, des Chief Digital Officer, des Chief Data Officer, évidemment, ils nous parlent de ce qu'ils font avec leurs données. La notion de risque autour est assez présente. Aujourd'hui, dans votre expérience, on voit plus de danger data ou de désastre data dans les entreprises, puisqu'on parle de résilience? Oui, merci beaucoup Dorian. Effectivement, ça peut être un vache sujet. Je reprends encore une fois ce que disait Fabrice il y a quelques minutes sur l'aspect éducation, sensibilisation. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que sur les dernières années, bien avant finalement la pandémie, c'est que finalement ce travail a été plutôt bénéfique, puisqu'on a vu les sociétés, les collaborateurs, les DSI mettre en place des bonnes pratiques en termes de protection de données. Donc vous avez cité quelques points comme la sauvegarde ou le plan de reprise d'activité, mais également de traiter les données de la manière à les mettre par exemple sur des stockages résilients, ou bien alors de hiérarchiser, classifier ces données, de savoir quel utilisateur accède à quoi en termes d'application, en termes de données, etc., pour notamment éviter des fuites internes. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, où ça a encore une fois plutôt bien fonctionné, et finalement la pensée de ces entreprises il y a quelques années, c'était surtout de parer à des problématiques liées par exemple à la corruption d'une base de données, un problème d'accès au code en termes de sécurité. Donc finalement c'était surtout de pouvoir restaurer de manière la plus rapidement possible des applications, des données, des services à des utilisateurs aussi bien internes que externes. Ça a plutôt bien fonctionné. Par contre, bien sûr, la vie est toujours remplie d'impondérables, et les impondérables qu'on a eu, il y a eu effectivement la pandémie qu'on a citée plusieurs fois, les différents challenges liés aux risques climatiques, et bien sûr géopolitiques, comme on a vu ces derniers mois. Et finalement, ce que ça a montré à cette occasion-là, c'est que même si justement ce travail était fait en termes de classification, hiérarchisation de la donnée, il fallait également pouvoir y accéder ou pouvoir la stocker. Donc y accéder au moment de la pandémie, problème d'accès au centre de données, sortie de pandémie et avec la crise qu'on peut faire face aujourd'hui, rupture des composants, ou en tout cas des délais de livraison sur des appliances matérielles qui sont une vraie problématique aujourd'hui. Donc d'où, on va dire, l'avènement, ou en tout cas un appétit un peu plus croissant de nos clients à utiliser des services en mode cloud, en mode SaaS, justement pour pouvoir y accéder à n'importe quel moment, de n'importe quelle localisation. Un autre aspect d'actualité sur cette période, si on remonte 4 ans en arrière et si on en revient aujourd'hui, c'est les aspects de conformité à la réglementation qui se sont musclés. Alors, on aurait eu cette discussion, comme je le disais, il y a 3 ans, on n'aurait pas arrêté de parler de RGPD, évidemment. Quel regard vous portez aujourd'hui sur où on en est en termes de maturité et quel nouveau sujet de préoccupation il y a? Alors la conformité s'associe parfaitement avec les thématiques qu'on adresse tous aujourd'hui en termes de cybersécurité, de résilience, de confiance dans l'accès aux informations. Effectivement, comme vous le dites, Dorian, il y a 4 ans, ça aurait été RGPD à fond. Finalement, aujourd'hui, même si ça reste quand même un sujet important, puisqu'on voit les lois également évoluer, aussi bien au niveau de la Commission européenne, aussi bien au niveau de différentes lois, comme je pense notamment au SREM 2, aux notions de Data Shield, etc., avec notamment les États-Unis ou avec d'autres régions au niveau mondial, ça reste quand même assez important.
encore une fois, on parle énormément également de souveraineté des données. Ça, c'est des facteurs clés. Mais finalement, ce qu'on a pu voir également, c'est encore une fois sur ces aspects plutôt de conformité ou de risque, donc hormis les aspects pénalité par la Commission européenne, par la CNIL en France ou d'autres sujets, c'est finalement aussi de protéger la propriété intellectuelle de l'entreprise. Et c'est ce qu'on a vu surtout émerger finalement ces derniers mois. Donc effectivement, on pense notamment aux attaques ransomware qui dorénavant finalement exfiltrent les données de l'entreprise. Alors c'est un point intéressant parce que effectivement, quand on parle données et résilience, immédiatement, ce qui vient en tête, c'est ces attaques de rançongiciel, ransomware, qui sont devenues le centre de l'attention, grosso modo depuis 2017, de façon extrêmement prononcée. Malgré tout, et ce que vous nous dites aussi, ce que j'entends, c'est qu'elles évoluent également. Que doivent savoir les entreprises? C'est quoi? Qu'est-ce qui a le plus changé et c'est quoi la priorité aujourd'hui si le regard se porte vers le ransomware? Alors, la priorité, je vais la classifier en deux aspects. La première, pour les entreprises, c'est les aspects d'assurance. Puisque les assurances qui proposent justement des offres en cas d'attaque, en tout cas de remboursement, de rançon, de dommages faits à la société, ces pratiques-là, en tout cas imposées, poussées par les assurances en termes d'audit, en termes d'analyse de log, donc encore une fois qui accède à quoi en termes de données, applications, les potentiels trous ou failles de sécurité dans ces codes sont devenus importants. Et là, notamment sur ces 12-18 derniers mois, j'ai pu voir et on a pu accompagner chez Cohesity de nombreux clients dans cette démarche de recertification par rapport à leur assurance. Mais par rapport à ce qu'on a vu, pourquoi on est arrivé à ce type de situation aujourd'hui, c'est que finalement, il y a 5 ans ou plus, finalement, ces attaques-là, c'est pas vraiment nouveau, ça remonte peut-être, allez, on va dire 8 dizaines d'années. La première passe finalement que faisaient à l'époque les pirates, c'était tout simplement de mettre en arrêt les sites de production, là où se situait la donnée dans les DSI, dans les différents silos. Par rapport à ça, encore une fois, en termes d'éducation, sensibilisation, toutes les sociétés et les bonnes DSI ont mis en place des bonnes pratiques, notamment liées à la sauvegarde. Donc à partir du moment où ces fameux pirates, aussi bien externes qu'internes d'ailleurs, ne pouvaient plus arriver à leur but ultime, le deuxième process qu'ils ont mis en place, c'est de détruire les environnements de production, mais pas que, détruire également les environnements de sauvegarde. Et pour ça, comme vous le disiez également, Michael, tous les éditeurs, constructeurs ont mis en place les bonnes stacks technologiques pour répondre à ce type d'enjeux et challenge. Donc à partir du moment où, encore une fois, cette contre-mesure a été effective, la troisième et celle qu'on voit maintenant depuis 12-18 mois, ce sont plutôt l'exfiltration des données. Donc c'est là où il faut plutôt se prémunir, puisqu'à partir du moment où les données vont être exfiltrées, vont être potentiellement revendues à concurrents, divulguées dans la presse, là pour Sylvain, et d'autres effets de contrebord. Donc c'est pour ça que pour ces entreprises-là, le point important, ça va être de pouvoir, encore une fois, classifier, hiérarchiser leurs données, mais surtout de les protéger dans des coffres-forts isolés. Merci pour cet éclairage. Effectivement, oui, la sauvegarde, quand on exfiltre les données, l'entreprise n'est pas forcément très avancée une fois qu'elle retrouve ces données dans la nature. Fabrice, sur ce sujet de la place de la data et spécifiquement du ransomware, puisque c'est de ça dont on parlait, quelle place ça prend aujourd'hui dans vos préoccupations ? En fait, déjà, je commencerai par dire, quelle que soit la taille de l'entreprise, faire des sauvegardes de ces données. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Et qu'on soit une TPE jusqu'à un énorme groupe, en fait, peu importe, une sauvegarde de ces données en dehors de tout son réseau informatique, c'est vital. C'est le facteur de résilience principal. Effectivement. Parce que, en fait, effectivement, depuis plusieurs années, on subit le ransomware. C'est même presque... Enfin, c'est très intéressant d'étudier maintenant comment ça se passe, parce qu'on s'aperçoit que derrière, ce sont des véritables organisations cybercriminelles avec énormément de compétences, qui ciblent, qui connaissent très bien leurs cibles, qui ont déjà commencé effectivement au départ par paralyser le système d'information, demander une rançon, et quand ils se sont aperçus que les grands groupes avaient des sauvegardes et qu'il ne se passait rien, ils sont passés à une deuxième étape qui est effectivement maintenant la paralysie générale et l'exfiltration de données pour démontrer et s'attaquer aux sauvegardes si elles sont malheureusement en ligne ou si, etc., pour pouvoir totalement paralyser l'informatique d'une société.
Et puis maintenant, on commence même à voir des structures où on achète du ransomware as a service, comme on dit. Hein. Donc en gros, j'ai envie, moi je connais rien, je ne sais pas développer un rançongiciel, et puis pour quelques dollars finalement, je vais pouvoir m'en acheter un tout prêt, et puis faire un appel à la communauté en disant bah, si vous m'aidez à attaquer telle cible, bah, je vous rétribue une partie de ce que je vois. Après, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que je ne connais pas moi une seule société. Et dans le cadre du CESIN, on a quand même plus de 800 membres, hein, donc, qui sont des acteurs, qui n'ont pas un projet ou qui n'ont pas conduit un projet pour protéger leurs entreprises de ce risque rançongiciel. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. On sait que, en gros, hein, une attaque par rançongiciel, c'est plusieurs semaines d'inactivité dans une entreprise. Et c'est compliqué à expliquer qu'un virus informatique, on voit certaines entreprises françaises qui témoignent de ce qui leur est arrivé l'année dernière et qui vous dit bah moi telle activité, mon activité industrielle, elle a redémarré au bout de plus d'un mois. Et puis les gens du siège, eh ben, ils ont redémarré beaucoup plus tard, parce que dans ma chaîne de priorisation, je devais d'abord redémarrer la production. Donc on voit bien que ces impacts sont assez énormes. Après, là où je suis plus dubitatif, c'est sur la classification des données. Là encore, on va retrouver des entreprises qui sont très matures, qui ont toute une infrastructure et des procédures pour classifier les données. Et quand vous parlez des données, bien souvent, on parle des données de type fichier, hein, le Word que l'on crée, etc. Et ça demande énormément d'efforts aussi d'apprentissage aux collaborateurs. Parce que quand il va ouvrir son fichier Word, il va falloir qu'il dise c'est confidentiel, c'est pas confidentiel, c'est un petit peu confidentiel. Donc, ça s'accompagne. Et après, derrière, on va avoir toute une panoplie effectivement de processus qu'on peut mettre en place pour éviter que ça ne fuite. Mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Toutes les entreprises n'ont pas ce niveau de maturité. Voilà. Et donc, et ce qui est important aussi, c'est aujourd'hui, la data, c'est effectivement le nerf de la guerre. Toute la donnée que l'on génère, on se rend compte, grâce au système de big data, etc., qu'on peut en tirer une valeur colossale. Et donc, ça devient notre capital le plus important à protéger. Alors, on est sur notre dernier coup de projecteur avec Xavier Mathis d'Octa. Vous êtes spécialiste sur la question de la gestion des identités et des accès. On en a déjà un peu parlé en filigrane finalement sur ces sujets-là. On voit que c'est quelque chose qui préoccupe, ou en tout cas il y a une correspondance, une complémentarité dans les thèmes, parce que c'est un bout de la question. Octa, en tant qu'entreprise, est arrivé depuis 4-5 ans, je crois, en France. Qu'est-ce que vous avez vu évoluer sur cet écosystème de l'identité, de la gestion des accès depuis votre arrivée dans le pays? Alors déjà, merci pour votre invitation ce soir. Je pense que effectivement l'identité est au sujet de l'actualité. On en parle assez régulièrement, malheureusement. Toutes les 5 secondes, il y a une cyberattaque. On en parle également tout à l'heure, juste avant, et merci Fabrice d'y avoir fait référence. C'est que de manière très concrète, on a besoin de savoir, de s'assurer, du moins que la personne qui cherche à s'authentifier pour accéder notamment à la data, eh bien c'est ce qu'elle prétend être. Et ce qu'on a vu au cours de ces 4 dernières années, c'est déjà une explosion de la cloudification d'un peu toutes les applications. On a vu l'arrivée massive d'Office 365, par exemple, de Salesforce, de Workday et notamment aussi de ServiceNow. Et aujourd'hui, une vraie difficulté pour... on a un petit problème de micro, donc on vous donne le micro de secours. Ça fait partie des choses qui arrivent. C'est la résilience du direct. Merci beaucoup. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est à quel point aujourd'hui il est important déjà, avant de partir dans un projet, notamment pour mieux protéger ses identités et donc ses datas derrière, d'avoir une vue à 360 degrés sur toutes ces identités. Et ça devient extrêmement complexe parce que les identités aujourd'hui sont extrêmement fragmentées, à la fois sur des machines dans ces infrastructures, mais aussi dans des services quelque part dans le cloud. Et il faut être capable finalement de s'assurer que la personne, ou l'utilisateur du moins, qui cherche à accéder à de l'information, est bien celle qu'elle prétend être. Et ça, c'est devenu un énorme enjeu, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé ce soir, notamment que ces utilisateurs sont généralement des employés, c'est vrai. Et je pense que ce marché, comme vous l'avez très bien dit, à nombreuses reprises, beaucoup de nos clients se sont déjà équipés depuis de nombreuses années. Par contre, l'arrivée du Covid, qu'on a vu arriver il n'y a pas longtemps, a mis à rude épreuve les solutions qui ont été mises en place, parce que certains
avait une logique clairement de château fort, tout ce qui est à l'extérieur est une menace, et n'était pas prêt du tout au télétravail. Alors là, en plus, ça fait référence à un autre aspect de la transformation qui est très très fort, c'est de manière générale l'ouverture de l'entreprise sur son écosystème et du coup l'ouverture de ses systèmes. S'il y a le télétravail qui a été un peu forcé, mais c'est allé aussi beaucoup plus loin, même pour certaines entreprises, c'est une stratégie de transformation d'avoir ce lien avec leur écosystème beaucoup plus fort. Complètement, et puis il y a eu une mort du coup qui a été totalement déclarée, il y avait déjà une pré-mort cérébrale et là elle était totalement actée de tout l'ancien monde dans lequel on pouvait travailler de manière sécurisée derrière un firewall ou un VPN. Aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, un utilisateur peut être aussi bien un employé, peut être également un contracteur, un fournisseur, un partenaire, ou voire même un client final. Et encore, je ne vous ai même pas parlé de ce qui est en train d'arriver à vitesse grand V, c'est toutes ces identités non physiques qui sont composées de capteurs et également de machines qui consomment également du système d'information. Et aujourd'hui, le RSSI, qui avait déjà effectivement ce combat autour des identités internes, ce nouveau combat qui a été accéléré d'aller chercher des relais de croissance à travers le e-business, à travers l'API économie, et notamment d'être capable de s'assurer qu'ils protégeaient de manière efficace ses utilisateurs, ses clients finaux, tout en apportant le meilleur niveau justement d'expérience utilisateur, la fameuse Customer Experience, comme on dit chez nous, et sans compromis. Et ça, c'est quelque chose de compliqué à mettre en place. Et c'est encore plus compliqué à le faire de manière universelle. Vous l'avez cité, l'idée que la gestion des identités, des accès, un sujet central à la cybersécurité sur lequel il y a beaucoup d'acteurs qui se sont positionnés. Et maintenant, vous mentionnez les changements que ça provoque, les adaptations qui sont nécessaires. Votre regard sur la façon dont le marché s'adapte, qu'est-ce qui permet de s'adapter à cette API économie typiquement? Déjà, ce que je suis en train de remarquer sur le marché, à l'instar avant de rejoindre Rocta, je travaillais pour une autre société qui s'appelait ServiceNow. Et une des raisons qui m'avait fait rejoindre Rocta, c'était justement le fait que la plupart des entreprises aujourd'hui cherchent à s'équiper de service line autour d'une technologie. Donc aujourd'hui, l'Identity finalement est une brique à part entière, une brique parmi tant d'autres dans le système d'information et notamment pour assurer la sécurité. Et moi, ce que je constate de manière simple, c'est que tout ça est en train de se consolider. Il y a de moins en moins d'acteurs qui existent. Nos clients aujourd'hui cherchent de plus en plus justement des technologies qui sont interopérables et qui vont également communiquer avec le monde extérieur. Parce qu'à juste titre, alors avant qu'il y avait les caméras qui étaient toutes allumées, pour vous faire une confidence, j'ai posé une question à Fabrice qui était de lui dire: mais Fabrice, comment vous faites? Il y a tellement de technologies sur le marché. Moi-même, je suis dans le marché de la cybersécurité et parfois il est compliqué de comprendre qui fait quoi. Et ça, c'est compliqué. Et en plus de le comprendre finalement dans l'écosystème, il est important de savoir aussi qui a accès à quoi dans son système d'information, d'arriver à utiliser finalement aussi l'approche best of breed, qui est souvent employée en termes de jargon. Mais je pense que le plus important, et c'est aussi un axe de progression pour tous les acteurs du marché, parce que nous-mêmes aujourd'hui, ce qu'on offre à travers cette grande journée Zero Trust, c'est aider nos clients une fois qu'ils ont cette vue à 360 degrés, une fois qu'ils ont mis en place des policies pour automatiser finalement cette approche, quelle que soit la nature d'utilisateur, et qu'ils ont commencé à automatiser des tâches pour réduire les coûts. La quintessence du sujet, c'est également d'avoir une interopérabilité. On parlait de solutions de SIEM, typiquement pour pouvoir analyser les événements et les non-événements, et justement pouvoir mettre en place des actions de rémédiation les plus efficaces possibles. Merci pour cette réponse. Fabrice, sur cette réaction à ce dernier coup de projecteur, typiquement sur l'ouverture des systèmes et le rapport à tous ces autres acteurs de l'écosystème, est-ce que ça implique pour vous? Alors d'abord, effectivement, un projet de gestion des identités des accès, c'est très compliqué dans une entreprise. Parce que ça va dépendre énormément des processus et des usages. C'est pas simplement de dire je vais faire en sorte que mon collaborateur n'ait plus qu'un seul login mot de passe pour accéder à toutes les applications. C'est comprendre le processus arrivée, le processus mobilité, le processus départ, les suspensions, les vacations, voilà, les détachements. Enfin, c'est énormément de travail avec les ressources humaines pour comprendre comment ça fonctionne. Et au plus votre société est grande, au plus vous avez d'utilisateurs, au plus ce sont des projets très 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 compliqués. En revanche, une fois que ça tourne, effectivement c'est un gros bénéfice. Parce que vous savez gérer une arrivée et un départ d'un collaborateur interne ou d'un collaborateur en mission. Ensuite, quand on parle de gestion d'identité, pour moi, il y a effectivement
tout l'écosystème de l'entreprise, c'est-à-dire tous ses fournisseurs, ses équipementiers, ses partenaires, en fait, et pas que uniquement dans l'univers du numérique. Nos systèmes d'information s'ouvrent de plus en plus vers des tiers et on a de plus en plus d'acteurs qui interagissent sur le système d'information. Donc il faut aussi savoir gérer les comptes, puisque en fait, alors, dans notre jargon, tout le monde parle de plus en plus de la supply chain numérique. Donc, moi, je suis toujours un petit peu mal à l'aise avec ce terme parce que pour moi, la supply chain, c'est la logistique et la préparation, enfin, et les commandes. Mais tout l'écosystème partenaire tiers qui accède, de quelle manière ils y accèdent? Souvent, ils veulent des privilèges. Donc, il faut quand même gérer aussi ces comptes à privilèges. Parce que c'est leur mission. Hein. Ils peuvent faire de la tierce maintenance applicative, ils peuvent faire de la maintenance, maintenir effectivement un frigo, une machine-outil, etc. Tout ça, c'est des accès qu'il faut gérer. Et enfin, il y a le troisième accès, quand même, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est l'accès de nos clients. Oui. Parce que la gestion des identités et des accès, c'est aussi un client qui accède sur son compte digital, il nous confie un certain nombre de données le caractérisant, et lui, il a envie d'avoir aussi une expérience la plus fluide possible. Voilà. Donc, c'est tous ces enjeux autour de la gestion des identités et des accès pour moi. On voit à quel point ça peut être des points prioritaires justement pour les mois à venir puisqu'on est en pleine transformation. Alors il nous reste un petit quart d'heure pour cette émission, donc je vais donner la parole à Anne Doré, notre chroniqueuse, pour qu'elle réagisse après avoir entendu tous ces sujets et on prendra des questions du public également pour relancer le débat. Écoutez, merci, c'était très riche. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Ce que j'ai retenu déjà, c'est que les métiers sont demandeurs maintenant d'avoir une cybersécurité. Donc ça veut dire que bien la cybersécurité est garant de la stratégie des métiers. C'est extrêmement important et ça, je pense que c'est un élément clé. Le deuxième point que l'on a évoqué, qui a été évoqué par Michael Le Guerl, c'est de dire que il faut revenir aux fondamentaux et il faut avoir une vraie organisation et des processus organisationnels aussi bien pour anticiper le risque cyber que pour gérer la crise quand il est là. Et je le constate chez les clients, c'est pas toujours le cas. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Le troisième point qui a été mis en exergue par Laurent Garcia, c'est sur l'importance de la donnée, qui est à la fois clé pour l'opérabilité, pour le fonctionnement, la continuité du métier, mais aussi pour la pérennité de l'entreprise, parce que si on se fait voler son savoir-faire, eh bien son business model, je dis toujours, si on vole la recette du Nutella, c'est un peu dangereux pour le fabricant. Et puis le quatrième point qui est extrêmement important, c'est que en fait la data, la data génère une nouvelle économie et donc de nouveaux écosystèmes sur lesquels les entreprises s'appuient, mais aussi derrière ça, il y a aussi tous les métiers qui s'ouvrent sur des nouvelles applications. Donc on arrive dans des architectures totalement ouvertes, aussi bien en termes de métiers que d'architecture fonctionnelle et informatique, d'où une complexité croissante et exponentielle si on rajoute les OT, les IoT sur tout ce qui est gestion des accès, tout ce qui est gestion de la protection de la donnée. Donc voilà, donc c'est les 4 points. Alors c'est un peu synthétique, mais parmi d'autres que j'ai notés. Je voudrais simplement revenir sur 2 éléments qui me paraissent extrêmement importants. On l'a dit, mais en fait, c'est que ce qui a changé ces 2 dernières années, c'est que la cybersécurité est devenue un risque métier. C'est plus un risque informatique, c'est plus un risque technologique. Pour avoir pas mal travaillé dans le secteur financier, il y a le président de la Fed qui a déclaré l'année dernière que, au niveau mondial, le plus gros risque pour le système financier au niveau mondial, plus important qu'une éventuelle crise comme on a eu en 2008, c'est le risque cyber. Donc ça veut dire que c'est vraiment un risque métier. Donc évidemment, le régulateur prend les actions en conséquence pour obliger les acteurs à augmenter leur résilience, mais c'est un vrai risque métier. Il y a un deuxième point qui est extrêmement important. On a parlé beaucoup de résilience, mais en fait, la résilience, elle est propre à chaque entreprise. Et la définition de la résilience, si on fait une analogie, c'est en fait la capacité pour une entreprise comme un roseau de pouvoir se plier face à la tempête le plus difficilement possible, mais avec le plus de souplesse et sa capacité à revenir droit le plus rapidement possible. Et ça, c'est la résilience de l'entreprise. C'est que
Aujourd'hui, les entreprises, comme on sait que le risque cyber, c'est une certitude, comme on sait que toutes les entreprises vont faire l'objet d'une attaque cyber, c'est la résilience d'une entreprise, c'est sa capacité à réagir, à gérer cette crise pour en limiter l'impact sur son opérabilité et dans certains cas, pour les PME ou les TPE, sur sa pérennité, puisqu'il y a une PME sur 2 qui fait faillite après une attaque cyber. Donc en fait, c'est 2 points qui sont extrêmement importants, qu'il faut garder en œuvre. Et du coup, sur la résilience, il y a un point qui est important, c'est que la résilience, elle est propre à chaque entreprise. Elle se calque sur la stratégie de l'entreprise, sur sa vision et sur les métiers qu'elle doit protéger. En fait, vous pouvez avoir dans un grand groupe une entité qui va être toute petite, et je l'ai vécu chez un client récemment, on vous dit c'est un nouveau business, etc. Mais c'est extrêmement stratégique parce que cette entité fait partie de la roadmap et dans 4 ans, ça sera le business stratégique. Il faut avoir un niveau de cyber ou de cyber-résilience pour cette entité qui est petite, aussi élevée que pour l'entité qui aujourd'hui génère tout le cash flow de l'entreprise. Donc en fait, c'est extrêmement important. Ça amène un point, je vais un peu plus vite parce que je sais que le temps est compté, mais qu'en fait la cyber-résilience se calque sur une analyse de risque qui est très, très importante, qui part du risque métier, et d'où le rôle, on en revient, des dirigeants, d'apporter cette vision stratégique et de pouvoir aussi travailler en binôme au quotidien avec les équipes cyber pour orienter la protection, la prévention et la résilience de l'entreprise sur les axes stratégiques, sur les métiers, sur les processus métiers qui sont extrêmement importants pour l'entreprise. Donc, je vais juste conclure, parce que je pense tu veux peut-être... On va prendre des questions du public après, mais tu en as peut-être toi-même d'ailleurs des questions. En fait, moi j'ai une question pour Fabrice Bru, en fait, par rapport à cette résilience. J'ai vu en préparant cette présentation que vous aviez la spécificité d'avoir un tiers-temps pour vos dirigeants, c'est-à-dire que tous les dirigeants de magasins, en fait, donnent 2 jours de leur temps par semaine bénévolement pour la direction collective de l'entreprise. Dans cette gestion collective, et sachant justement que la cybersécurité est déjà complexe et exige une transversalité, comment en fait vous l'intégrez ce tiers-temps dans la gestion cyber de votre groupe? Très bien. Non, je trouve ça absolument génial. Effectivement, la direction de la cybersécurité au sein du groupement, on a un adhérent qui s'occupe avec moi, qui pilote la partie cybersécurité. Il y a un travail effectivement de comprendre les enjeux au départ, lui expliquer la technique de notre métier, notre expertise quelque part. Mais ce qui est super intéressant, c'est que un adhérent vous apporte la vision de ce qui se passe sur le terrain, dans un magasin, et vous permet tout de suite, comme vous le disiez quand on travaille sur la cyber-résilience notamment, de focaliser sur le process stratégique, sur son point de vente. Qu'est-ce qui ne doit pas s'arrêter? Et là où je vous rejoins, c'est que la cyber-résilience dans une entreprise, il y a des pans du système d'information, si ça tombe, peut-être que c'est pas très grave. Il y en a d'autres, il ne faut pas que ça s'arrête. Voilà, donc on revient sur l'idée de la classification, mais au sens de la disponibilité et de la continuité de service. Et ça, la force qu'il y a dans un groupement comme le nôtre, c'est que quand vous avez un adhérent qui vous accompagne, vous identifiez très facilement en fait ces enjeux. L'autre bénéfice, c'est que il vous challenge un peu sur votre vocabulaire. Donc il vous permet d'avoir un message que tout le monde comprend. Et ça, c'est une énorme force. Je connais beaucoup d'homologues qui ont un langage où finalement, en fait, c'est parfois compliqué de comprendre, c'est assez technique, quoi. Nous, effectivement, dans un groupement comme les Mousquetaires, mais il y en a d'autres, mais moi, mon adhérent m'accompagne et donc m'oblige à me remettre en question sur la manière dont je présente le sujet. Et je trouve que c'est une énorme force, en fait. Effectivement, si on veut parler du rapport entre les métiers et la cyber, la question du langage commun, du vocabulaire, c'est la clé de voûte pour changer les choses. Donc on a là une bonne piste quelque part aussi sur cet intérêt croisé avec quelque chose de très concret au sein du groupement Les Mousquetaires. Sylvain, est-ce qu'on a des questions du public ou des questions supplémentaires? J'ai une question qui arrive du public et qui est en rebond à une question que je voulais proposer à mes invités. Bon, il y a quelques années, quand on parlait de cybersécurité à des COMEX, ils nous ont envoyé sur le RSSI systématiquement, en disant ce n'est pas mon sujet, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Dans les organisations les plus matures, on a vu effectivement que
la cybersécu, c'était de repenser la gouvernance du risque de manière globale au niveau de l'organisation. Et la question du public, c'est de dire, mais concrètement, comment sensibiliser ou convaincre un COMEX de s'organiser au regard de ces enjeux de cyber-résilience. Donc, est-ce que les uns et les autres veulent réagir? C'est très facile. Question très facile. C'est tout simplement l'impact financier. L'impact financier que potentiellement pourrait représenter une attaque qui a été réussie, généralement fait réagir en COMEX, ou même tout simplement la perte de réputation de l'entreprise, la perte de productivité, ou voire même d'arrêt d'activité de l'entreprise, ont généralement un impact colossal. Et un autre point également, comme on l'a dit à plusieurs reprises ce soir, de plus en plus, au-delà des RSSI qui restent le gardien du temple de la sécurité, on retrouve généralement de plus en plus, notamment dans les métiers et dans le COMEX, des personnes qui sont plus qu'éclairées, qui sont sensibilisées grâce à tout ce travail qui a pu être fait ces dernières années, et aussi parfois, malheureusement, à l'actualité, à faire en sorte que demain, de ne pas faire la une des journaux. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc s'appuyer sur des champions quelque part internes, par la force des choses, pour généraliser aussi ce dialogue. Oui, et puis les médias. Je veux dire, aujourd'hui, tous les COMEX, on est tout un chacun d'ailleurs, indépendamment du COMEX, quand on regarde un peu les nouvelles, quand on regarde la télévision, très régulièrement, on a quand même une information autour d'une entreprise victime d'un rançongiciel. Donc là où je vous rejoins, c'est que bien évidemment, notre job, c'est pas d'aller expliquer toute la technologie et puis toute l'expertise de notre métier, ça ne nous intéresse pas, mais expliquer que si l'activité de l'usine s'arrête, ça va coûter tant. La valeur que l'on a aussi, c'est d'expliquer combien de temps ça va s'arrêter. Juste un complément de question, parce qu'en fait, est-ce que le RSSI aujourd'hui est outillé pour mesurer ses risques opérationnels et mettre en perspective? Oui, il est outillé, bien sûr qu'il est outillé. Déjà, dans une grande entreprise, vous avez une direction des risques qui existe. Donc le RSSI doit se rapprocher de cette direction des risques pour pouvoir quantifier son risque. Ensuite, parfois, j'aurais tendance à dire, faut aller au plus simple. Vous savez que si votre entreprise s'arrête 4 jours, vous perdez 4 jours de chiffre d'affaires. Bon, c'est un premier impact, alors ça se calcule facilement. C'est peut-être... C'est la version... Oui, c'est la version simpliste, mais quand vous êtes devant un COMEX, vous avez 5 minutes. Oui, donc vous n'allez pas expliquer un algorithme pendant 5 heures de comment vous avez calculé un risque. Soit vous avez collaboré avec une direction des risques, vous avez des scénarios très précis et vous êtes capable d'estimer combien ça coûte. Soit vous ne les avez pas parce que c'est votre premier rendez-vous, vous venez d'arriver, vous voulez montrer votre roadmap, puis vous dites voilà, le risque cyber, aujourd'hui, pas besoin de démontrer qu'il peut arriver. Le message, c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est quand est-ce que ça va arriver et quelle est ma capacité à minimiser son impact. C'est juste ça en fait. Et donc d'expliquer que s'il arrive pendant 5 jours, ça va coûter tant, 10 jours, ça va coûter tant, c'est peut-être effectivement simplificateur, mais ça permet une première étape. Et après, si je peux me permettre, aujourd'hui, au-delà de l'aspect de résoudre le problème de risque de sécurité à T0, souvent le rôle de plus en plus du RSSI est d'aider l'entreprise à accélérer sa transformation digitale. Une fois de plus, on l'a dit à plusieurs reprises, de mettre en place une meilleure posture de sécurité ne vise pas à pénaliser l'utilisateur. Il y a aussi un élément qui est extrêmement important, c'est que la cybersécurité est devenue un enjeu business aussi. Vous voyez, tous les groupes du CAC 40 exigent maintenant de leurs fournisseurs une certaine maturité pour pouvoir collaborer. Comme maintenant on est tous interfacés, toutes les entreprises sont interfacées entre elles. Donc c'est devenu un critère de capacité à faire du business avec certains groupes. Et donc cette dimension cybersécurité est de plus en plus intégré dans les appels d'offres. Vous êtes un tiers de confiance ou vous ne l'êtes pas. Et donc, en fait, ça veut dire des investissements, parfois obtenir des certifications pour pouvoir travailler avec votre écosystème. Donc, c'est un vrai enjeu business et différenciateur maintenant, en nous démontrant que vous êtes un peu mieux que vos concurrents et potentiellement. Alors, je ne vais pas lancer la pierre et lancer le débat, mais Fabrice disait, la faille vient des fois aussi des éditeurs de logiciels. Et on a vu quelques vulnérabilités qui se sont ouverte notamment sur le CHU de Arles, auquel on a pu ouvrir le capot il n'y a pas très longtemps, et la faille venait d'un éditeur d'applications métier qui a effectivement ouvert la porte au Pandore.
Dorian, je laisse reprendre la main et nous amener à cette conclusion. Il y a beaucoup d'autres sujets qu'on pourrait explorer tous ensemble et on n'a pas pu tous les voir. On a choisi de faire effectivement 3 coups de projecteur sur des sous-thèmes assez précis. Je vous remercie, messieurs, pour avoir apporté ces éclairages d'experts et avoir permis à Fabrice de réagir par rapport à ça. Merci beaucoup, Anne, également, prêtée à l'exercice de nous avoir écoutés et d'avoir fait part de ce retour, cette vision également d'une experte sur le sujet. C'était précieux. On aura d'autres thèmes, d'autres occasions de parler de cyber avec Insight. Effectivement, les attaques, les supply chain attaques, même si le terme ne parlera pas forcément aussi bien à ceux qui ont une supply chain dans le dur, c'est une priorité aujourd'hui qu'il faudra aborder. L'ANSSI le dit, que c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Donc on aura l'occasion d'en rediscuter, d'explorer ensemble ce que cela va permettre ou pas pour les entreprises de faire, d'orienter. En tout cas, j'espère que ce premier échange ce soir vous aura été utile, qu'il aura permis de pointer quelques items qui, si ce n'est pas en évidence aujourd'hui dans l'entreprise, eh bien il faut que ce le soit. Et on vous dit à très bientôt. Si vous-même vous souhaitez témoigner dans le cadre d'un Insight sur vos expériences, n'hésitez pas. Et d'ici là, je vous souhaite un très bel été.